Donc on en arrive maintenant à la fin de la première séance avec l'exercice 7 et donc la première partie de l'exercice 7 porte sur le schéma qui est représenté sur l'écran. Donc un schéma dans lequel on va essayer d'analyser les courants qui circulent dans tel ou tel élément. Donc, de manière générale, en fait, étudier un circuit, ça consiste à être capable de calculer n'importe quel courant, n'importe quelle tension en tel ou tel point du circuit. Et donc, la méthode bête et méchante pour étudier ce genre de circuit, c'est l'application des lois de Kirchhoff, que sont loi des mailles, loi des nœuds et loi d'Ohm. À partir de ces trois lois et en appliquant une démarche assez systématique, enfin totalement systématique, on arrive au résultat. Le prix à payer, c'est que les étapes sont un petit peu fastidieuses et à la fin on se retrouve à résoudre un système de n équations à n inconnues. Et ça peut être relativement lourd à faire à la main, voire totalement infaisable à la main. Par contre, c'est quelque chose qui est très appréciable comme méthode dès lors qu'on a un outil informatique. Parce que mettre en équation un circuit électrique en utilisant ces lois très simples, un ordinateur est capable de le faire, est capable de poser les équations à partir d'un schéma électrique et une fois qu'il a les équations, résoudre un système de n équations à n inconnues. Il existe beaucoup d'algorithmes pour faire ça de manière efficace sur un ordinateur. Et donc c'est pourquoi c'est la technique employée par les logiciels de calcul de circuits électriques sur ordinateur. Par contre, c'est une méthode qui n'est pas forcément adaptée à un être humain. Et donc c'est pour ça que l'étude du régime continu ne s'arrêtera pas à cette seule séance de TD. On verra des outils un petit peu plus sophistiqués pour faire des calculs plus simple pour un être humain et donc se débrouiller sur des circuits un petit peu comme celui-là en morcelant une étude compliquée en plein de petits problèmes plus simples. Donc ça c'est pour anticiper sur la suite du cours et des TD. Donc pour ce qui nous occupe ici, l'étude avec les lois de Kirchhoff du circuit proposé, ça consiste tout d'abord à établir le nombre de courants inconnus. Le nombre de courants inconnus, alors je suis pas forcément fan des formules pour ce genre de choses, mais si ça peut en rassurer certains, le nombre d'inconnus, de courants inconnus, NI, bien il peut s'exprimer en fonction du nombre de branches du circuit et du nombre de nœuds. Et également du nombre de sources de courant. Donc en fait, le nombre de branches moins le nombre de nœuds moins 1, ça vous donne le nombre d'inconnus du circuit, parce qu'il n'y a pas forcément que des courants qui sont inconnus, il peut y avoir des tensions qui sont inconnues. Mais si on s'intéresse uniquement aux courants inconnus, il est bien évident que les sources de courant qui sont présentes dans certaines branches ne sont plus des inconnus à déterminer, on les connaît. Donc il faut soustraire le nombre de sources. Donc, première chose, on va commencer par le plus simple, le nombre de nœuds. Alors, un nœud, c'est quoi? C'est un point du circuit
qui est relié à plus que 2 composants. Donc là, par exemple, alors suivant le prof, il y en a certains qui considèrent que ça c'est un nœud. Pour moi, J relié à R0, alors est-ce que c'est un nœud au pluriel? La réponse est non. Pour moi, un nœud, c'est un point du circuit qui est relié à plus que 2 composants. Donc typiquement, ce point-là est un nœud, parce qu'il est relié à R0, à E1 et à R4. De même, le point qui se trouve là est un nœud parce qu'il est relié à J, à R3 et à R2. Et là, un piège dans lequel il ne faut pas tomber, ça, ce ne sont pas 2 nœuds. La réponse, c'est un nœud et un seul. Pourquoi? Parce que en fait ici c'est un fil. Donc un fil, ça n'est pas un composant. Donc en fait on a un nœud unique auquel est relié auquel sont reliés R1, R4, R3 et E2. Donc en fait on a n nœuds égale à 3. Une fois qu'on a établi le nombre de nœuds, donc là je le dessine en rouge de la même couleur que les autres nœuds, pour ensuite passer à la suite. Le nombre de branches. Bien, le nombre de branches, B, et bien c'est le nombre de dipôles qui servent pour relier tous les nœuds entre eux. Donc un dipôle, ça n'est pas forcément un composant, c'est un ensemble de composants reliés en série. Donc par exemple, J et R0, c'est une branche. R2 et E2, une branche. E1 et R1, une branche. Alors par contre, si on a un composant qui est relié à 2 nœuds distincts, bah c'est une branche égale un composant. Donc R3 c'est une branche, R4 c'est une branche, parce qu'ils sont reliés, enfin les deux extrémités de R3 sont reliées à 2 nœuds, et R4 c'est pareil. Donc si on les compte, on en a 1, 2, 3, 4, 5. B égale à 5. Et ensuite, le nombre de sources de courant, là il n'y a pas de calcul à faire, il y en a une. Je vais écrire en toutes lettres SI. Et donc si on applique la formule, on a 5 moins 2 moins 1. Donc le résultat c'est que NI est égal à 2. Et donc une fois qu'on a dit ça, bah, ça justifie le fait que à la question suivante, on vous demande de calculer les courants I1 et I2 par application des lois des nœuds et des mailles. Il est légitime de considérer uniquement 2 courants pour étudier tout le circuit. Donc là, je recopie à l'identique le schéma.
vais rogner pour ne garder que le schéma. Oups. Oui, j'aurais pu rogner aussi les bords. Ça fera plus de place. Décidément. Donc les courants inconnus que l'on considère, ce sont I1 et I2. Donc en clair, I3, normalement, il doit pouvoir s'exprimer en fonction de ces courants-là. Il n'y a pas besoin de garder I3. Alors, pour bien identifier ce qui se passe au niveau du point A, par exemple, on a I3 qui rentre et on a I2 et J qui sortent. Donc la loi des nœuds nous dit que I3 est égal à I2 plus J. Donc effectivement, on n'a pas besoin d'une nouvelle variable. Ensuite, au niveau de ce nœud-là, on a un courant J qui arrive, et donc là je vais considérer un courant qui ressort. Donc I1 plus ce courant-là qui sort, et qui doit être égal au courant qui rentre, c'est-à-dire J. Donc I1 plus quelque chose égale à J. Donc ce quelque chose est égal à J moins I1. Et donc ce courant-là, on le retrouve ici, J moins I1. Ici, on a I2. Donc là, normalement, donc là c'est un nœud, donc il n'y a pas franchement besoin de noter ce courant-là. C'est un fil, les courants se mélangent un peu comme ils veulent. Mais enfin bon, on pourrait se poser la question, que vaut ce courant précisément? Et on peut le faire, hein. Donc c'est la somme de ces deux courants-là. Donc J moins I1 plus I2. Et donc normalement, la loi des nœuds s'applique ici également. On voit qu'on a un courant qui sort et deux courants qui rentrent. J moins I1 plus I2 plus I1, ça donne bien J plus I2. I2 plus J. Donc ça revient au même. Donc on a bien été capable d'exprimer tous les courants en fonction de I1 et de I2. Là, il n'y a aucun composant dans lequel on a un courant, donc on n'est pas capable d'exprimer en fonction de I1 et de I2. Donc tout est fait à ce niveau-là. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est poser les équations de deux mailles indépendantes, et donc qui portent I1 et I2. Donc il y en a une qui est déjà notée, la maille 1 en rouge. Et puis là, par exemple, je vais définir une maille 2 en tournant dans ce sens-là. Bon, c'est un choix totalement arbitraire. Avant d'en arriver là, moi ce que je vous conseille de faire systématiquement, c'est qu'une fois qu'on a les courants qui sont indiqués, tout de suite on place les flèches de tension aux bornes des résistances, qui sont en sens opposé au courant, parce qu'on est en convention récepteur pour appliquer la loi d'Ohm. Donc si le courant I1 va vers la gauche, la tension aux bornes de R1 va vers la droite, et vaut R1 I1. En ce qui concerne R4, le courant J-I1 va vers la gauche, donc la flèche de tension va vers la droite. On a R4 J-I1. En ce qui concerne R2, le courant va vers le bas, donc la tension va vers le haut, et on a R2 I2. Et en ce qui concerne R3,
la flèche de courant va vers la gauche, donc la tension va vers la droite, on a R3 facteur de I2 plus J. Une fois qu'on a posé ça, les flèches de tension aux bornes des sources de tension étant déjà définies, on a toutes les flèches de tension d'une maille qui sont indiquées. Pour la maille 1, tout est fait, et pour la maille 2 aussi. Et puis pour la maille 3, celle que l'on n'écrit pas parce qu'elle porte le courant J, en fait la seule inconnue qui manque dans notre circuit à 3 mailles, parce qu'on a clairement, c'est pour ça que je suis pas tellement fan des formules toutes faites, un schéma comme ça, il est facile de voir qu'on a 3 mailles indépendantes, avec la maille 1, la maille 2 et la maille 3 qui serait cette maille là. On couvre l'intégralité du schéma. Le seul truc, c'est que le courant J, il n'est pas inconnu, donc ça sert à rien d'écrire l'équation de la maille 3. À un détail près, c'est que la tension aux bornes de la source de courant J, elle est inconnue. Donc en fait, on a, tiens, pourquoi ça fait ça? Voilà, j'avais une bulle au-dessus de ce que j'avais écrit. Donc la tension VJ, elle est inconnue. C'est ça la variable inconnue manquante dans notre circuit. Bon, de toute façon, la question posée dans cet exercice porte sur le courant, enfin sur les courants. Donc cette tension inconnue, on s'en fiche. Donc, une fois qu'on a posé ces tensions, on a défini les mailles qu'on va parcourir, on a défini un sens de parcours, eh bien, il faut s'y tenir et poser l'équation d'une maille. Donc, la maille 1, on la parcourt dans le sens trigonométrique, pour ainsi dire, en partant de ce point-là. Donc, E2 est dans le sens du parcours, donc on a E2. Ensuite, la flèche de tension ici est opposée au sens du parcours, donc on va avoir du moins R3 facteur de I2 plus J. Et ensuite, R2, I2 est opposé au sens du parcours également, donc on va avoir du moins R2, I2. Et donc on est revenu au point de départ, donc ça vaut 0. Donc là, ça c'est la maille 1. Donc j'ai souligné en rouge, vu que c'est la couleur de cette maille. Ensuite, la maille 2, je souligne en vert. Là, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est encore une fois un choix arbitraire. Donc là, le fait est qu'en partant d'ici, on rencontre une tension R4 facteur de J moins I1 qui est en sens opposé au parcours. Donc du moins R4 facteur de J moins I1 plus R1 I1 moins E1 égale à 0. Alors, petite parenthèse à ce que j'ai écrit là, donc on a un système de deux équations à deux inconnues que l'on va pouvoir résoudre, mais donc il y a deux choses qui sont arbitraires dans cette étude, c'est le choix des courants que l'on a indiqués, I1 et I2, ce sont des courants inconnus, nécessaires pour décrire le circuit, mais on les a orientés de manière totalement arbitraire. Et donc on va les calculer à partir de ce choix de sens arbitraire. Et de la même manière, on a fait un choix de sens de parcours des mailles qui est arbitraire. Là, je l'ai fait tourner dans le sens trigonométrique et celui-là dans le sens horaire. Ce sont des choix arbitraires. Alors ce choix arbitraire-là, il est simple de vérifier qu'il n'a pas de conséquences. Parce que si votre maille, vous la parcourez dans le sens opposé, en fait, votre équation de maille, la seule chose qui va changer, c'est que les moins vont devenir des plus et les plus des moins. Et à la fin, le membre de gauche
sera l'opposé de celui que vous avez écrit et sera toujours égal à 0. Donc plus ou moins 0, ça fait toujours 0. Donc ça change rien. Et en ce qui concerne le choix arbitraire d'orientation des courants, là ça a une conséquence, mais si vous faites le choix d'un courant I2 dirigé vers le bas et qui vous donne 1 ampère et que vous aviez fait le choix de faire remonter le courant I2 vers le haut, et eh bien avec le même circuit, dans les mêmes conditions, le résultat que vous auriez trouvé, c'est moins 1 ampère. Et donc un courant montant de moins 1 ampère, ça correspond à un courant descendant de plus 1 ampère. Donc le résultat serait le même. Il me semble qu'il y a un exercice un peu plus tard dans les sujets qui permet de le vérifier ça. Donc voilà, vous avez un système de 2 équations à 2 inconnus. Mais par contre, une chose assez remarquable, et le choix de ce circuit bien particulier et pas innocent, déjà un système de 2 équations à 2 inconnus, bon, enfin c'est pas très difficile, mais enfin bon, ça nécessite des petits calculs et c'est pas l'objet de l'UV en soi, surtout pour un premier exercice. Et donc en fait, là ce dont vous pouvez vous apercevoir, c'est que dans l'équation 1, il n'y a que I2 comme courant inconnu, et que dans l'équation 2, il n'y a que I1. Donc en fait, vous avez deux équations à une inconnue totalement indépendantes. Donc, et la résolution de ce système est de ce fait très simplifiée. Pour l'équation 1, il suffit de faire passer du R3I2 et du R2I2 de l'autre côté, et pour aboutir au résultat, qui est I2 égale à E2 moins R3J divisé par R2 plus R3. Ça, c'est l'expression de I2. Et en ce qui concerne I1, vous avez donc moins par moins, ça fait plus. Donc vous avez du R4I1 et du R1I1 qu'on va laisser de ce côté-là. Vous avez du R1 plus R4I1 et on fait passer tous les autres termes de l'autre côté. Donc on va avoir du moins R4J qui va devenir du plus R4J et du moins E1 qui va devenir du plus E1. Donc on va avoir du E1 plus R4J divisé par R1 plus R4. Et donc ça, c'est l'équation relative à I1. Donc voilà, avec cette mise en équation, on arrive à aboutir aux expressions de I1 et de I2. Et donc là, je pense ne rien avoir oublié dans cette première partie d'exercice. Donc en fait, je ne vais pas faire une vidéo complète sur l'exercice 7. Je vais m'arrêter là et il y aura une deuxième vidéo sur la fin de l'exercice 7 avec le deuxième circuit.